Cette semaine, nous allons nous entretenir avec M. Michel Rousseau, qui va nous parler des années 60 à Saint-Hyacinthe, parce que Saint-Hyacinthe était l'incubateur de la musique yéyé. À cette époque-là, on nous surnommait le Liverpool du Québec. Aujourd'hui, comme tu vas recevoir Michel Rousseau qui va te parler de la musique yéyé, moi j'aimerais te parler dans le fond de la tradition musicale à Saint-Hyacinthe parce qu'il y a une tradition assez importante puis tu vas voir, ça dure depuis longtemps. Donc, selon l'état des recherches, la première bande musicale qu'on a recensée ici à Saint-Hyacinthe, c'est la bande musicale de l'Institut des artisans. Dans une autre émission, je t'ai parlé là, des associations, l'Institut des artisans. Donc, en 1854, l'Institut des artisans avait déjà une bande musicale, une fanfare, comme ça. Alors, un petit peu plus tard, en 1879, il y a eu la création de la Société philharmonique de Saint-Hyacinthe, hein, qui est devenue aujourd'hui l'Orchestre philharmonique. Mais qu'on le reconnaît beaucoup par le nom de Léon Ringuet, mais c'est pas lui qui est l'instigateur. Non, Léon Ringuet est arrivé un petit peu plus tard, mais la Philharmonique, dans le fond, elle a été fondée dans un but de faire la promotion de la musique, de faire connaître la musique. Puis pendant longtemps, ce qui est arrivé, tu te rappelles du kiosque à la Pointe de Terre, devant le Parc des Saules. Donc la Philharmonique, pendant longtemps, a donné des concerts d'été. Puis c'était un organisme qui participait, dans le fond, qui amenait de la vie à la communauté au niveau des événements civils, des événements religieux. Léon Ringuet est arrivé en 1880. Il a dirigé pendant plusieurs années, jusqu'en 1932, jusqu'à sa mort, donc c'est 52 ans. Léon Ringuet, en plus d'être directeur de la Philharmonique, il était directeur aussi de la fanfare du 84e régiment. Donc, c'est un personnage clé à Saint-Hyacinthe parce qu'aussitôt qu'il y avait un événement qui survenait où on avait besoin de musique, tu sais, à l'époque, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de tourne-disque, il n'y a pas de musique numérique, bien, on fait venir soit la Philharmonique ou la fanfare, la bande du 84e régiment. Donc, Léon Ringuet était impliqué à chaque fois qu'il y avait un événement d'importance, il était là. Puis Léon Ringuet aussi, c'est un organiste. Hein? Donc, après la Philharmonique, il y a un autre courant qui est moins connu, c'est qu'au niveau des grandes orgues de la cathédrale, il y a eu 4 générations d'organistes qui se sont succédés. Le premier enseigne aux autres, puis parmi ses élèves, il y en a un qui prend la relève, tout ça. Puis Léon Ringuet, il a fait partie de ça. Alors, il est dans la lignée. Il est dans la lignée. Donc, à Saint-Hyacinthe, déjà, on dit, il y a la Philharmonique, il y a la musique d'orgue, la musique sacrée. La présence des facteurs d'orgue, de Casavant, vient soutenir cette musique sacrée-là à Saint-Hyacinthe. Ensuite, ce qu'on peut dire aussi, c'est que au niveau de la musique, il y a un courant musical important qui commence en 1937 par l'abbé Charles-Émile Gadebois, qui était enseignant ici au séminaire de Saint-Hyacinthe. Il a fondé en 1937 la Bonne Chanson. Au départ, c'est pour faire la promotion de la langue française, puis pour combattre un petit peu l'américanisation de la culture, parce que déjà, il y a de la musique qui arrive un petit peu des États-Unis. Donc, lui, il dit, ben, moi, je veux favoriser la langue française, donc on va faire chanter des chansons qui proviennent, il y a une grande majorité qui proviennent de France. La Bonne Chanson, il commence à imprimer lui-même ses feuillets de musique. Et finalement, il en fait des cahiers. Il va faire 10 recueils de 50 chansons. Donc, il y a un corpus de 500 chansons. Il achète des droits d'auteur. Il va en Europe acheter des droits d'auteur. Donc, il y a des chansons populaires comme Mon beau sapin. Bien, ça appartient à La Bonne Chanson. Les droits d'auteur appartiennent à La Bonne Chanson. Ce qui fait en sorte que l'aventure de La Bonne Chanson avec l'abbé Gadebois se termine au début des années 50, je crois, il écrit dans ses mémoires qu'on a ici au Centre d'archives qu'il y aurait eu autour de 130 millions de copies de chansons qui ont été vendues. Donc, on chantait La Bonne Chanson dans les camps de vacances, dans les familles, dans les écoles. La Bonne Chanson était omniprésente partout. J'ai aussi lu que géographiquement, on a tendance aujourd'hui à dire qu'on est québécois, mais à l'époque, on était des Canadiens français. Oui. Et c'était dans toute la francophonie canadienne. C'est ça. La Bonne Chanson se retrouvait même au nord Manitoba, au Nouveau-Brunswick, au nord, où il y avait des franco-canadiens, franco-américains, etc. C'est ça. Alors, voilà pour La Bonne Chanson. Puis il y a un autre courant qui part dans les années 40, 50,
plutôt 30-40, c'est qu'il y a des gens qui s'intéressent à la musique classique puis qui se réunissent pour écouter de la musique ou faire la promotion de la musique. On se rassemble, on écoute de la musique, on émet nos commentaires. Parmi ce groupement-là, en 1947, Gaston Harel, qui était un des organistes dont je te parlais à la cathédrale, et l'abbé Joseph Lemieux, qui était ici au séminaire, ils ont formé un regroupement, un organisme qui s'appelle les Compagnons de l'Art. Alors, il y a le violoniste Gilles Lefebvre, violoniste connu à l'époque, qui arrive avec l'idée, je pense que lui avait été en Europe et qui avait vu les jeunesses musicales de France. Et il a exporté l'idée, puis il a amené ça ici à Saint-Hyacinthe. Donc, on a formé en 1947 les jeunesses musicales du Canada. Puis le berceau de ces jeunesses musicales-là, c'est à Saint-Hyacinthe. On a eu une section à Saint-Hyacinthe jusqu'en 1990. Pour te donner une importance de ce que c'est aujourd'hui, l'année dernière, ils ont donné 650 concerts à travers le Canada, les jeunesses musicales. Et tout ça arrive de Saint-Hyacinthe. L'origine est masculine. Donc, bref, ce que je peux te dire par rapport à la musique yéyé, c'est que notre tradition forte en musique, puis la présence de la musique à Saint-Hyacinthe a fait en sorte qu'on a développer un peu le terreau dans lequel tous les enfants qui ont grandi un peu au niveau de la musique yéyé, ils ont été, tu sais, la musique était présente. Donc, c'est pas la raison principale. Il y en a sûrement plusieurs qui fait qu'on a eu une concentration de groupes musicaux à Saint-Hyacinthe, mais le fait que Saint-Hyacinthe avait une grande tradition musicale, bien, ça l'a contribué. Puis, ben, ce qui est arrivé dans les années 60, avec les groupes musicaux, ben, ça a poursuivi la tradition musicale de Saint-Hyacinthe. Bien, merci Paul. On va aller voir la suite de ça en rencontrant M. Michel Rousseau, un passionné, un ancien même musicien, et qui a tout connu les grands groupes qui étaient à Saint-Hyacinthe, qu'on a surnommé le Liverpool du Québec. Quel lien qu'on pourrait faire entre Saint-Hyacinthe et la ville d'où viennent les Beatles? On voit sur ton chandail les Beatles, la ville de Liverpool. Ce serait quoi le lien entre les deux? Bien, dans les années 60, il y a quelqu'un qui est arrivé avec cette expression-là. Et effectivement, il faut peut-être regarder ce qu'il y a derrière cette expression-là. Ce qui apparaît d'abord et qui est évident, et comme tu l'as mentionné au travers du Québec et même de plus en plus au travers du monde grâce à l'Internet, c'est le nombre et la densité de groupes importants que Saint-Hyacinthe a générés, si on compare avec d'autres plus grandes villes du Québec. On va en nommer quelques-uns, puis on va en parler. Évidemment, les Fabuleux Lops, qui ont probablement été les premiers à tirer un petit peu les jeunes vers cette musique-là et à générer des passions. On sait qu'ils ont fait l'Olympia à Paris avec les Stones, on sait qu'ils ont fait des tournées européennes. Les Sultans, évidemment, qui, bien que n'ayant pas sorti du Québec, ont une popularité immense. Les Aristos, les Lutins, qui sont un groupe culte pour beaucoup de jeunes encore aujourd'hui. On n'oubliera pas les Impairs qui ont une carrière un peu moins longue, mais qui ont produit un super 45 tours. Et le nombre d'autres groupes, je peux en nommer les Gentlemen, les Marquis, les Harlequins, les Excel 500, les BTU, les LTD, il y en avait partout. C'est un peu le même phénomène qui s'est passé à Liverpool. Liverpool est une ville de moyenne envergure à l'échelle européenne. Environ, on parle à peu près 500 000 habitants. À peu près 500 000 aujourd'hui. Très abîmé lors de la Deuxième Guerre mondiale parce que c'est un port, et ça a eu une influence énorme. C'est un port sur l'Atlantique. Donc, beaucoup de bateaux qui apportaient des disques qui étaient introuvables en Angleterre, des instruments aussi. Et à Liverpool, évidemment, on connaît les Beatles, mais derrière eux, il y avait une foule de groupes, dont certains ont eu des carrières internationales. On pense aux Searchers, qui ont, à une certaine époque, vendaient plus de disques que les Beatles. Jerry and the Pacemakers, qui ont eu une excellente carrière, gérée aussi par Brian Epstein. Billy G. Kramer's and the Dakotas et d'autres groupes qui ont été des incubateurs, comme tu disais tout à l'heure, et qui ont généré souvent des musiciens pour les plus grands groupes, comme ça a pu se passer à Saint-Hyacinthe. Alors, il y a un parallèle entre une ville de moyenne importance et la densité de groupes et de groupes importants qui a été générée. OK. Qu'est-ce qui faisait que
que je suppose les instruments étaient plus accessibles dans ces gens-là, où il y a eu des promoteurs. Il y a eu, tu m'as parlé d'un gérant, Brian Epstein. Est-ce qu'il y a un Brian Epstein à Saint-Hyacinthe? Bien, encore là, il y a un parallèle. Il y a beaucoup de parallèles à faire avec Liverpool. À Saint-Hyacinthe, probablement que celui qui se rapproche le plus. Puis là, les comparaisons, c'est toujours... Non, c'est boiteux. C'est boiteux, puis il faut faire attention. Mais on peut avoir beaucoup d'admiration pour Jerry Plamondon, qui a fait des Sultans ce qu'ils sont devenus. Pour les gens, là, Jerry Plamondon, c'était le gérant et l'impresario de Sweet People. De Sweet People aussi, et des aristos. Et des aristos aussi. Okay. Alors, Jerry, qui avait un restaurant, le Flamingo, qui faisait partie un peu de la scène locale, où les musiciens se tenaient. Pour nos téléspectateurs, le Flamingo, là, moi, je me souviens, c'est devenu chez Gérard, sur rue Sainte-Anne. Sur Sainte-Anne. Tout près au coin du Vernet, à peu près. Exactement. Et bon, moi, j'allais à l'école Lucie, on allait dîner là. J'étais avec Michel Lamotte, Willy, là, qui est décédé récemment. Alors, c'était un coin, il y avait beaucoup de musiciens. Jerry était le propriétaire et il a pris en charge les Sultans et il en a fait ce qu'ils sont devenus. D'autres éléments qui ont facilité ou aidé à ce qu'est devenu Saint-Hyacinthe, il faut mentionner CKBS, qui est une des premières radios, d'après l'information que j'en ai, qui a permis à des groupes de jouer live, donc en direct à des émissions. Les Houlops avaient une émission qui s'appelait Les Houlops, ils faisaient en ondes directement de la salle Bourgeois. Ils avaient des émissions en direct aussi à Douville, sur le bois Laurier. Il y avait ce qu'on appelait le centre d'achat Douville à l'époque. Les plus vieux que moi s'en souviendront. Donc, CKBS a travaillé très fort à promouvoir beaucoup les Houlops au début, parce que ce fut les premiers. Jacques Dufresne, qui était à CKBS, après à CJMS, a été leur gérant pendant un bout de temps. Alors, CKBS a joué un rôle important pour avoir les instruments que tout le monde voulait. Ouais, c'est là c'est la matière première. Victor Martin nous permettait deux choses. De pouvoir nous procurer les instruments dont nous rêvions tous, et aussi les disques, entre autres des disques qui venaient d'Europe, qui étaient difficiles à trouver. On comprend qu'au début des années 60, à Saint-Hyacinthe, et là je parle de la période de 60 à 63, 64, là, au tout début, la majorité des groupes font de la musique instrumentale. Personne ne chante vraiment. Et quand il y a un chanteur, il va faire quelques chansons durant une soirée. C'est l'époque de la musique surf, jusqu'à ce que les Beatles arrivent en 64 et chambardent toute cette culture-là. Et Victor Martin était extrêmement important pour aider, effectivement, à nous permettre d'avoir accès à ces instruments-là. Puis parce qu'il facilitait comme par vente à tempérament, par vente à tempérament, des choses comme ça. Et aussi, était très... c'était facile de discuter avec Philippe Martin, dans le fond, qui travaillait pour son père. Et c'était facile de discuter de ce qu'on voulait. Il était probablement aussi passionné que nous. Tantôt, je t'ai entendu dire, il nous facilitait. Fait que t'es pas juste un passionné, t'es un musicien aussi. T'étais dans des groupes. Oui, ben j'ai effectivement, je me suis commis le groupe Les Arlequins qui a duré de 64 à 66. On a arrêté juste avant d'en disquer parce que 66 a été une année charnière dans ces belles années 60. Beaucoup de groupes ont commencé à quitter la scène, sauf ceux qui étaient déjà des vedettes et qui avaient des disques, parce que la décennie avançait, la musique changeait, la société changeait, et beaucoup d'endroits où il nous était permis de jouer, qui étaient des salles d'école, qui étaient des salles paroissiales, de plus en plus, elles n'étaient plus accessibles parce que le phénomène de la drogue apparaissait. Okay. Et alors, beaucoup de groupes... L'omniprésence du clergé qui disait... qui possédait souvent les salles, etc. Qui possédait les salles, d'ailleurs, à Saint-Hyacinthe. Puis quand on parle des trois grandes salles de l'époque, ça serait quoi? Évidemment, il y en a plusieurs, puis quelqu'un pourrait dire, oui, t'en oublies, mais je vais me concentrer sur ce que j'appelle la période pop-rock, des gens qui ont de 12 à 16, 17 ans, là, donc des salles qui n'ont pas d'alcool. Les endroits où, évidemment, l'Escapade est l'épicentre. L'Escapade, c'était l'endroit où tout le monde voulait jouer au travers des Québec. Pour situer les gens, l'Escapade, ça se
trouve un peu sur la rue Saint-Simon, au 2e étage. Au 2e étage. À peu près où est aujourd'hui, où était Victor Martin. Et c'était au-dessus de chez Victor Martin. Ça s'appelait au tout début l'Hispano. Ça a été, semble-t-il, un restaurant qui s'appelait chez l'Italien des années 50, mais là, ça, je m'en souviens pas. L'Escapade a brûlé en septembre 66. Donc, l'Escapade, qui est l'équivalent du Cavern Club à Liverpool où jouaient les Beatles. Okay. Du Golf Drouot à Paris, qui était pas un golf, mais une salle où les Wool-Ups ont joué en 64. Et il y avait le Centre Notre-Dame, géré par les Pères dominicains, où beaucoup de groupes se sont produits. Il y avait des radiotons où les groupes jouaient en direct et à la radio. Puis un autre groupe qui était présent, les Manits, qui ont joué là pendant... C'était comme la house band là, au Centre Notre-Dame. Il y a eu évidemment la salle Bourgeois-Lit, mais qui rapidement, pour des problèmes de sécurité, semble-t-il, a été fermée. Les Wool-Ups ont beaucoup joué à la salle Bourgeois-Lit au tout début des années 60. Tu m'as parlé tantôt, là, ici, Victor Martin, qui faisait de la vente à tempérament, qui prêtait aux gens. Donc, c'est un incubateur qui permet aux gens de jouer. Il y a des disques qui permettent d'écouter puis se donner des idées, puis etc. Mais du côté de Liverpool, est-ce qu'il y avait quelque chose de semblable? Ben, Brian Epstein avait un magasin de disques. Ah, c'était aussi un disquaire. C'était un disquaire. Il vendait aussi des instruments de musique. Et c'était un peu un génie du marketing. C'est un personnage très particulier. Et c'est un génie du marketing. Et sans lui, est-ce que les Beatles auraient mené la carrière qu'on leur connaît? On peut en douter. Mais il faut comprendre aussi que Liverpool a perdu de sa notoriété vers 64. Parce que après avoir été effectivement cet incubateur-là, d'avoir mis au monde autant de groupes, la scène s'est déplacée vers Londres parce que les grandes compagnies de disques étaient à Londres. Les Beatles ont donné leur dernier concert à Liverpool en août 63. Nous, on les a vus apparaître à Ed Sullivan en janvier 64. Février 64. Donc, tout ça, ça allait évidemment plus vite là-bas. Il faut oublier que la télévision est dans ses premiers balbutiements. Il n'y a évidemment pas Internet. Donc, on est au début des années 60, très localisé au Québec, comme beaucoup de parties du monde. On rentre dans les révolutions tranquilles. L'Expo 67 s'en vient. Alors, Saint-Hyacinthe s'est inscrit dans cette mouvance de modernisation. Il ne faut pas oublier, je pense, l'arrivée des baby boomers, là, qui deviennent des consommateurs. Effectivement, qui deviennent des consommateurs. Et qui ont un trait particulier, ils ne veulent pas être comme les autres. Ils veulent pas être comme les autres. Ils veulent pas être comme leurs parents. Bon. Moi, si j'ai eu une bonne idée, comme beaucoup de mes amis, c'est d'avoir 12 ans en 1960. C'est-à-dire, je sors de l'enfance, je rentre dans l'adolescence, donc cette période intense. Et quand j'en sors en 69, je suis adulte, j'ai 21 ans. Et j'ai vécu en trame de fond toute cette décennie-là fabuleuse qui a tellement fait bouger les choses à travers le monde. Autant du point de vue technologique, on est allé sur la Lune en 69, il ne faut pas l'oublier. La laïcité est apparue à cette époque-là. Et tout le rapport parent. Oui, puis toute cette musique, cette rébellion-là, les cheveux longs, les costumes un peu bizarres que l'invasion britannique, parce qu'au-delà des Beatles, on a eu les Rolling Stones, etc., a amené. À Saint-Hyacinthe, ça a trouvé un accueil à bras ouverts chez les gens. Et il faut bien comprendre que, je disais, au début des années 60, on est dans un mode encore américain. Les chanteurs populaires, c'est des Bobby Vinton, Bobby C, etc. Et subitement arrivent ces gens avec les cheveux plus longs, habillés d'une façon différente, avec un son de guitare et des chansons complètement différentes, qui fait que les jeunes, évidemment, réagissent à ça. Puis c'est le bon moment où ça arrive, quand tu as 12, 13, 14 ans. Les groupes de Saint-Hyacinthe, une des choses qu'il faut leur reconnaître, c'est que rapidement, ils se sont adaptés à cette réalité-là. Le son a changé. Les Sultans ont été probablement le groupe au Québec qui, déjà au milieu des années 60, ont utilisé la guitare acoustique beaucoup dans leurs enregistrements. Et en cela, et c'était des fans, hein, je les ai bien connus, des fans finis des Beatles, des Rolling Stones, d'à peu près tout le monde. Et ils n'hésitaient pas à changer, à évoluer et à changer leur sonorité. Alors, quand l'album Rubber Soul, que tout le monde a adoré, les Beatles, est sorti, il y avait beaucoup d'acoustiques. La semaine après, les Sultans avaient des acoustiques à l'Escapade et interprétaient déjà les chansons. Les Wool-Ups ont eu une démarche différente
ils ont beaucoup fait évoluer leur son avec l'utilisation d'instruments que personne n'utilisait. La batterie de 2 grosses caisses, Claude Laviolette l'utilisait bien avant Cream et Ginger Baker. Et la musique changeait. Donc, la naïveté de 61-62, où les groupes faisaient de la musique instrumentale, et là, on arrive à la fin des années 60. C'est un peu terminé pour nos groupes. Moi, je mentionnais tout à l'heure qu'on arrêtait à 66 parce qu'on n'avait plus vraiment de place pour jouer. Les groupes qui étaient populaires et qui avaient des disques ont continué, mais les Sultans ont arrêté en 68. Les Hoolops en 69. Cette période-là, British Invasion, l'invasion britannique, cette musique-là évoluait vers autre chose. Et les gens vieillissaient aussi. Il fallait éventuellement passer en mode famille. Donc, t'as 15 ans en 66, rendu au début des années 70, t'es rendu ailleurs dans ta vie. Donc, toute cette période-là, très spécifique, s'est terminée tranquillement. Et la musique, là, on est arrivé vers une autre catégorie musicale, mais on est dans l'époque... Mais je pense à Harmonium, là, ces gens-là ont sûrement subi l'époque des Hoolops. Ils ont entendu ça, puis ils se sont inspirés. Ils n'ont pas pu ne pas être influencés. Ils ont été influencés. Ils ont été influencés, mais ils ont créé, et c'est bien. C'est la création qui était... Ils sont passés à une autre étape. Probablement que le plus grand succès des Hoolops, Blue Jeans sur la plage, on sait que c'est une composition originale. Ils ont fait aussi des compositions originales, mais leur grand fait d'armes, je l'ai mentionné un peu au début, c'est d'avoir fait la première partie des Rolling Stones à l'Olympia de Paris en mars 66. Et il faut voir... il faut vraiment les entendre raconter l'événement. C'est quelque chose de très spécial qu'ils ont vécu là-bas. Il n'y a aucun autre groupe au Québec qui a fait ça à cette époque-là. Les Hoolops, actuellement, si on parle des Hoolops, c'est un peu le phare, c'est eux qui ont débuté. Yvan Côté, beaucoup le leader au début. Oui, Yvan Côté a débuté la première version des Hoolops sous le nom d'Yvan Côté Quartet, en 58. Puis là, il y a eu beaucoup de changements de personnel. Évidemment, tout le monde est jeune, ça change, il y a des chicanes, il y a des... Bon. Et jusqu'à temps que ça se concrétise et ça se cristallise, un peu comme les Sultans ont vécu le même phénomène, les Aristos le même phénomène. Et les Hoolops, probablement ont été la locomotive qui a un peu tiré tout le monde. Les Sultans ont suivi pas tellement loin derrière, puis un peu tout ça. Là. Puis en termes de popularité, lequel de ces groupes-là était le plus populaire au Québec? Parce que ce serait les Sultans? Pour les filles, c'est les Sultans. Pour les gars, c'est les Hoolops. OK, c'est aussi... C'était 2 concepts de groupes complètement différents musicalement. OK. Et Bruce avait un charisme qu'on n'a pas retrouvé nulle part. Bruce Huard, le chanteur des Sultans. C'est un gars de Sorel, hein? Soyons pas chauvins, c'est un gars de Sorel. Avait un charisme, bien encore, j'en entends parler encore aujourd'hui, puis il fait encore quelques spectacles de temps à autre. Mais il y avait les pro-Hoolops et les pro-Sultans. Les Hoolops ont été le groupe de l'année, si ma mémoire est bonne, en 65. Là, les Hoolops? Oui, et on peut trouver sur YouTube, d'ailleurs, il y a beaucoup de choses sur YouTube, leur performance lors de la remise du trophée. Pour les gens qui... je reviens sur l'Escapade, qui était l'endroit où les groupes au Québec voulaient jouer, puis un peu nerveusement, parce que moi, je me souviens des gens des Mersey et des Saint-Jean, que je suis connu par la suite, on disait jouer à Saint-Hyacinthe, on sentait la pression, là. Parce que c'est la place. C'est la place. C'est un peu la Mecque. C'est la Mecque. Et il y a 2 films qui mettent en vedette Saint-Hyacinthe. Un film de 65 qui est à peu près introuvable, qui met en vedette Joël Denis, qui s'appelle Pas de vacances pour les idoles. J'ai vu ce film-là. Et il y a une scène où les Hoolops jouent à l'Escapade, avec Michel Trahan, qui était l'animateur, qui était à Radio Soleil, puis à Suchément. Et on voit sur le plancher de danse des gens que je connais, là, que je les nommerai pas, allez vous voir. C'est disponible sur YouTube. Les Hoolops jouent une pièce improvisée, instrumentale, qui s'appelle Dernière minute pour le film. Et il y a eu un autre film qui est sorti en janvier 70, qui est beaucoup plus sérieux, même un petit peu difficile, peut-être pour les gens qui ne sont pas habitués à ce genre de cinéma-là, de Gilles Groux, qui s'appelle Où êtes-vous donc?
En fait, le titre est plus long que ça, mais je me censurerai pas. Il y a, et c'est Christian Bernard, alias Jean-Claude Bernard des Houlops, qui est une des vedettes avec Georges Dard. Ouais, Jean-Claude des Houlops, qui était policier par la suite. Policier par la suite, qui avait pris pour nom Christian. Parce qu'il y avait Jean-Claude Laviolette, Jean-Claude Domain, Claude Laviolette, Jean-Claude Domain, Jean-Claude Bernard. Alors, ils s'étaient tous trouvés des prénoms, des alias. Et lui et Georges Dard sont les vedettes du film. Et on voit des gens de Saint-Hyacinthe, on voit Yvan Côté, on voit l'intérieur de chez Victor Martin, probablement tourné en 69 ou fin 68. Les Houlops font une prestation en lip-sync, non pas live. Et on voit le marché centre. Alors, pour les gens qui veulent un peu revoir ça, c'est disponible. Ça a été produit par l'ONF et il y a des DVD qui existent de ça. Donc, où êtes-vous donc? Tu me rappelles, où êtes-vous donc? Où êtes-vous donc? En terminant, je vais te permettre là, de nous dire, tu as un site ou Facebook ou un site web où les gens peuvent aller chercher un peu d'informations. S'il y a de l'intérêt, puis on aurait pu en parler pendant au moins 2 jours de cette époque-là. Effectivement, un matin, par souci de ne pas perdre ce qui est disponible, sur Facebook, j'ai une page Facebook qui s'appelle Saint-Hyacinthe, 3 petits points, le Liverpool du Québec dans les années 60. J'ai débuté lentement, évidemment à Facebook, c'est surtout de la photo, c'est pas un blog. J'ai débuté tranquillement et ça s'est mis à rouler. Évidemment, ça devient viral. Et j'ai fait un appel à tous qui continue. Alors, c'est ma demande. Si vous avez dans le fond de vos tiroirs des photos de cette époque-là, et là, je parle vraiment de 60 à 69, des groupes pop-rock, j'ai reçu des documents extraordinaires qui sont disponibles maintenant. Le site est bâti par répertoire. Il y a un répertoire Houlops, Sultan. Bon. Il y a le petit vidéo que j'ai pris de YouTube sur l'escapade. Et on continue de temps à autre de m'envoyer des documents. Évidemment, c'est surtout des photos. Écoutez, j'ai même quelqu'un qui m'a envoyé des autographes des membres des groupes de Saint-Hyacinthe qui avaient. Alors, je veux en faire un petit musée. Évidemment, ça ne coûte rien. Ça n'a aucune vocation commerciale. C'est un peu mon musée personnel de cette époque-là. Et si des gens ont des documents aussi anodins que ça peut leur sembler, laissez-nous juger. Parce qu'il y a des gens qui s'intéressent. Et les réactions que j'ai lorsque j'envoie une photo, je mets une nouvelle photo en ligne, là, ça apporte du bonheur. Et ça, c'est le but. C'est le but. On essaie de garder les gens heureux. On met des vecteurs et des incubateurs de bonheur. Mais tu nous apportes que du bonheur, puis de parler de cette époque-là. Moi, j'étais un petit peu plus jeune, mais j'ai quand même grandi en écoutant ces groupes-là. Et juste une parenthèse, moi, je restais voisin de Yves Côté, le batteur des Aristos. Et j'assistais à toute la répétition avec ses frères et mes amis, etc. Parce que pour moi, j'étais un jeune homme, là, puis tu m'as touché beaucoup lors de Yves, j'ai eu le plaisir de jouer avec au Festival Rétro. On n'a pas eu l'occasion d'en parler, le fameux Festival Rétro qui a duré 14 ans. Et j'ai pu jouer avec lui les anciens Aristos. Il y a un groupe qui s'appelait les anciens membres des groupes de Saint-Hyacinthe à quelques reprises. Alors, c'est des bons copains. Malheureusement, plusieurs nous ont quittés. Le temps avance. C'est pour ça qu'il faut documenter. Il faut ne pas perdre cette mémoire-là, qui est au cœur des années 60 de ce que le Québec a vécu.